élément de cours sur le 15e chapitre de l'année qui s'intitule Ondes électromagnétiques et photons. Donc l'objectif de ce chapitre, c'est de parler justement de ces ondes électromagnétiques, c'est-à-dire comment on les décrit, comment on les caractérise, quelles sont les sources de ces différents types d'ondes électromagnétiques, et de voir les potentiels dangers et comment s'en prévenir. Mais avant d'attaquer ça, juste faire un rappel. Donc au niveau des ondes, donc ce qu'on appelle une onde, c'est la perturbation. C'est le déplacement d'une perturbation, plus généralement ce qu'on appelle un signal, et ce déplacement se fait sans transport de matière. On distingue deux types d'ondes. Il y a les ondes mécaniques qui ont besoin d'un milieu matériel pour se propager. Exemple, les ondes sonores ou les ondes à la surface de l'eau. Lorsque vous prenez un caillou et que vous le jetez dans l'eau, à la surface de l'eau, cette surface va se déformer et cette déformation, elle va se propager. Et à ce moment-là, on parle d'ondes. Autre type d'ondes, on a ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques qui, elles, n'ont pas besoin de milieu matériel pour se propager, elles n'ont pas besoin de matière. Et de ce fait, elles peuvent se déplacer dans le vide. Exemple, la lumière qui nous vient du Soleil, entre le Soleil et la Terre, l'espace, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de matière dans l'espace, et à ce moment-là, la lumière peut quand même se propager, c'est-à-dire que la lumière étant une onde électromagnétique, l'onde électromagnétique peut se propager dans le vide. Alors, on va s'intéresser maintenant aux ondes électromagnétiques, et l'objectif, c'est de voir les deux modèles, c'est-à-dire les deux manières de décrire ces ondes électromagnétiques. Tout d'abord, un premier moyen de décrire les ondes électromagnétiques, c'est utiliser ce qu'on appelle le modèle des ondes lumineuses, qui correspond à une vibration qui est périodique et sinusoïdale d'un champ électromagnétique qui est partout dans l'univers. Donc dans ce modèle, on considère que partout autour de nous, il y a un champ électromagnétique. Donc c'est-à-dire qu'il y a une composante électrique et une composante magnétique. Donc la composante électrique, on la représente par la lettre E et la composante magnétique par la lettre B. Ces deux champs sont perpendiculaires l'un de l'autre, et dès que j'ai une perturbation périodique et sinusoïdale, donc sinusoïdale ça veut dire que ça a cette forme-ci, à ce moment-là on va avoir ici une onde électromagnétique. Donc l'objectif ici c'est d'écrire cette perturbation sinusoïdale, et pour cela on va utiliser trois caractéristiques, trois paramètres. Le premier, c'est ce qu'on appelle la période, donc on la note généralement T majuscule, et elle correspond au temps que met l'onde pour se reproduire identique à elle-même. Cette période, elle s'exprime en secondes. Deuxième caractéristique que l'on va utiliser, c'est la fréquence. Donc la fréquence, on la note nu, NU, donc c'est un V incurvé, c'est une lettre grecque, et la fréquence, ça correspond au nombre de périodes qu'il y a dans une seconde. La relation entre fréquence et période, elle vous est donnée ici, à savoir nu, la fréquence est égale à 1 sur T. Donc T est exprimé en secondes et nu, la fréquence en Hertz. Dit autrement, si on vous dit que vous avez une onde qui a une fréquence de 1 million de Hertz, ça signifie que ce signal se reproduit 1 million de fois en une seconde. Dernier paramètre qui va nous permettre de caractériser notre onde électromagnétique, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. La longueur d'onde, on va la noter lambda. C'est une distance, elle va s'exprimer en mètres, et elle correspond à la distance que parcourt l'onde pendant la durée delta t. C'est-à-dire, ici, on a un axe des x, c'est-à-dire que ça représente l'espace, et donc la distance entre le point qui est ici et le point qui est ici, on le nomme lambda. Et ça permet de caractériser l'onde, c'est-à-dire d'identifier l'onde électromagnétique avec laquelle on va travailler ici. Il existe deux relations qui nous permettent de relier ces différentes grandeurs, et ces relations font intervenir ce qu'on appelle la célérité, c'est-à-dire la vitesse des ondes électromagnétiques dans le vide. Donc la valeur, elle est connue, c'est-à-dire que la vitesse des ondes, la célérité des ondes électromagnétiques, elle est égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et donc ces relations sont lambda, donc la longueur d'onde, est égale à la célérité multipliée par la période des ondes électromagnétiques, ou on peut aussi noter lambda égale c divisé par nu. Donc là on fait attention aux unités. La longueur d'onde, c'est une distance, elle s'exprime en mètres, la fréquence en hertz, et la période t en secondes. De même, la célérité, elle s'exprime en mètres par seconde. Donc voilà les trois paramètres qui vont nous permettre de décrire les ondes avec lesquelles on va travailler.
Au niveau des domaines des ondes électromagnétiques, parce qu'il existe différents types d'ondes électromagnétiques, et ce qui les distingue en fin de compte, c'est la longueur d'onde. Exemple, le visible, ce sont les ondes électromagnétiques pour lesquelles la longueur d'onde elle est comprise entre 400 et 700 ou 800 nanomètres. Ici, en dessous, c'est-à-dire pour les longueurs d'onde plus petites, on a le domaine des ultraviolets. Après, si on diminue encore la longueur d'onde, on a les rayons X. Et à la fin, quand la longueur d'onde est vraiment très petite, on a ce qu'on appelle les rayonnements, les ondes gamma. A l'inverse, si on augmente considérablement les longueurs d'onde, donc si on est au-delà de 800 nanomètres, on est dans le domaine de l'infrarouge. Et si on augmente la longueur d'onde, là on va arriver aux ondes radio. Donc des exemples de sources de ces différents types d'ondes. Donc les ondes gamma qui sont utilisées en médecine, elles sont issues d'éléments radioactifs. Donc ça on en reparlera dans un prochain chapitre. Les rayons X, là c'est des dispositifs très particuliers qui sont faits pour générer des rayons X. Et pour générer des rayons X, ce que l'on fait c'est qu'on prend des électrons, on les accélère, donc on leur donne une très grande vitesse et on les envoie contre un métal. Lorsqu'ils vont percuter le métal, à ce moment-là on va avoir l'émission de rayons X. Exemple de source ultraviolette, tout simplement le soleil, avec pour effet les fameux coups de soleil. Pour les infrarouges, il existe des lampes infrarouges qui permettent de chauffer. Et pour les ondes radio, exemple d'émetteurs d'ondes radio, tout simplement les antennes radio. Donc voilà pour ces différents types d'ondes électromagnétiques. Une autre manière de décrire les ondes électromagnétiques, c'est utiliser ce qu'on appelle le modèle corpusculaire. Donc le modèle corpusculaire, c'est on ne considère plus les ondes électromagnétiques comme des ondes lumineuses, mais comme un ensemble de petits corpuscules, c'est-à-dire de petits objets qu'on va appeler des photons. Et ces photons, on va considérer qu'ils se déplacent à la vitesse c, c'est-à-dire la vitesse que l'on a définie précédemment. Propriété, pour chacun de ces photons, on a une particule qui est sans masse et sans charge électrique. Et chaque photon va transporter avec lui une quantité d'énergie ou un grain d'énergie. En latin, en grec, on va plutôt appeler ça un quantum d'énergie. Et ce modèle-là, il a été proposé par Albert Einstein. Et ce modèle permet notamment d'expliquer les spectres d'émission des gaz. Exemple, le spectre de mercure. Donc si on prend un gaz de mercure et on envoie des décharges électriques à l'intérieur de ce gaz, en réponse, ce gaz va émettre de la lumière. Et cette lumière ici, on voit qu'il y a seulement certaines radiations, certaines couleurs qui sont émises et pas d'autres. Et pour pouvoir expliquer cette expérience, en fin de compte, il nous faut utiliser le modèle qui a été proposé par Einstein. Spécificité de ce modèle, justement, chaque photon va transporter une certaine quantité d'énergie, et cette quantité d'énergie, on peut la calculer, on peut la rattacher à la fréquence de l'onde. C'est-à-dire que l'énergie transportée par un photon, elle est égale à H multiplié par nu. H est une constante, dont la valeur nous sera toujours donnée, ce qu'on appelle la constante de Planck. Elle vaut 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules fois seconde. Et nu, c'est la fréquence de mon onde électromagnétique qui lui est associée. Donc elle est exprimée en Hertz. Et à ce moment-là, si on veut utiliser cette relation, si on a nu notamment en Hertz, à ce moment-là, l'énergie que l'on va calculer et qui sera transportée par un photon sera, elle, exprimée en joules. Dernière partie de ce chapitre, les dangers des ondes électromagnétiques. Alors, tout d'abord, les rayons ionisants. Ce qu'on appelle un rayon ionisant, ce sont des ondes électromagnétiques qui sont capables d'arracher des électrons au niveau des molécules. Ça pose problème parce que à ce moment-là, si les cellules sont en contact avec ce type d'onde, on pourra avoir la formation de tumeurs et de cancers. Donc de ce fait, il va falloir se protéger de ce type de rayonnement. Alors comment est caractérisé ce rayonnement? On considère qu'un rayonnement électromagnétique est ionisant si sa longueur d'onde est inférieure à 100 nanomètres. Donc ça concerne une partie des rayonnements ultraviolets et ça concerne la totalité des rayons X et des rayons gamma. C'est-à-dire ici, si on revient ici, ça concerne ce domaine et une partie de ce domaine.
Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est notamment concernant les rayons X, ils sont d'autant plus absorbés que les atomes de l'échantillon exposés aux rayons sont gros. C'est-à-dire que plus les atomes vont posséder de protons, c'est le numéro atomique Z, plus ils auront tendance à absorber ces rayonnements, et ça sera important notamment pour se protéger. Donc pour se protéger de ces rayons ionisants, on appelle ça la radioprotection, mais il existe différents moyens. Tout d'abord, limiter la durée d'exposition par rapport à la source, s'éloigner de cette source et se protéger avec des écrans, notamment à base de plomb, parce que le plomb est un élément qui est lourd, c'est-à-dire qu'il possède beaucoup de protons, et il a la propriété d'absorber une grande partie des rayons X. Dernière chose, ces rayonnements peuvent être utilisés tout d'abord en imagerie médicale, donc à des doses très très faibles. On a la radiographie ou les scanners qui, eux, utilisent les rayons X. Et on a ce qu'on appelle la scintigraphie qui, elle, utilise des rayonnements gamma. Et d'un point de vue thérapeutique, on utilise la radiothérapie externe, donc on utilise des rayons X pour détruire des cellules cancéreuses. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la curithérapie qui, elle, utilise des rayonnements gamma qui sont émises par une source radioactive et que l'on introduit à l'intérieur d'une tumeur, et ce rayonnement va détruire les cellules de la tumeur. Et ça clôture ce chapitre.